Je salue les téléspectateurs. Je remarque que chacun a sa propre ville, ses propres souvenirs de la véranda et ses propres chuchotements. Je vous demande d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette émission et ce que l'on racontait chez vous à propos du soi-disant droit de la première nuit. Et je vous souhaite une écoute calme et attentive. La suite sera régulière et sèche, comme des doigts sur le papier rugueux d'un registre paroissial. Le soir, ça sent la fumée humide et la cendre des bûches qui n'ont pas fini de brûler. Un homme adulte vêtu d'un tissu grossier compte ses pièces de monnaie sur le couvercle d'un petit coffre et organise mentalement son futur mariage comme une tâche domestique, les bougies pour l'église, le paiement du greffier pour l'enregistrement, un sac de farine pour le repas, une petite pièce de monnaie pour la communauté afin qu'elle reconnaisse la nouvelle union. Des serviettes lavées se balancent sur une corde près du mur, des copeaux de bois sèchent dans un coin pour allumer le feu, tandis que dans sa tête, un simple calcul de survie tourne en boucle. S'il donne plus que nécessaire, il ne lui restera plus d'argent pour acheter du sel. À côté, quelqu'un murmure à nouveau la formule de la première nuit, comme si c'était la norme. Mais lorsque l'homme se rend à la maison communale, on ouvre un livre et on lui montre une ligne. Droit de cuissage, pas lit. La légende appelle à la honte, le document exige une pièce de monnaie. Ensuite, c'est la mécanique habituelle et lourde des anciens ordres. Le mariage de deux adultes est officialisé par des annonces à l'église, où les noms sont prononcés plusieurs dimanches de suite, afin que le voisinage ait le temps de s'opposer en cas de parenté cachée ou de dette non réglée. Le règlement municipal limite le bruit pendant les jours de jeûne, interdit les danses sous les fenêtres de l'hôpital et impose une amende pour les chants près du mur du monastère. Le greffier note les noms des témoins. Le prêtre exige des bougies propres et promet la datation. Si l'un des futurs époux vient d'une autre juridiction, une taxe est prélevée pour compenser la perte de main-d'œuvre, c'est-à-dire la perte de travail et d'impôts là où la personne vivait auparavant. Dans certains endroits, une taxe supplémentaire est ajoutée pour l'enregistrement accéléré si les fiançailles doivent être officialisées sans attendre les publications. Partout, le langage est le même. Argent, délai, cachet. La violence contre une femme adulte est inscrite dans une autre colonne, comme un crime passible de sanction. Les livres mentionnent l'amende, la repentance publique, parfois l'expulsion, parfois même le châtiment corporel sur la place publique. Les statuts ne reconnaissent aucune nuit de noces légalisée. Là où il est avantageux de fixer même le prix d'une bougie, le silence sur le rituel est trop éloquent pour être considéré comme une coïncidence. La pauvreté rend ce silence particulièrement dur. Dans les inventaires des jeunes foyers, on trouve 2 bols, un couteau, un châle en laine, une couverture, un coffre à linge, parfois un miroir bon marché. Le pain est gris, l'eau est amère,
Les dents font si mal que les tempes en sont douloureuses. La fièvre terrasse les adultes. Les accouchements sont à chaque fois comme une frontière entre la vie et la mort. Les sols sont humides. Les poutres sont mouillées. La moisissure apparaît sur les murs. Chaque impôt est ressenti ici comme un coup dur. Si tu payes, tu n'auras plus de sel, plus d'oignons, plus de l'or pour les fêtes. Dans ce contexte, la légende de la première nuit devient facilement une explication de la douleur. Si le pouvoir a la main longue dans ton portefeuille, pourquoi ne s'étendrait-il pas plus loin? Mais dès que vous prenez le livre en main, la légende s'effrite. Sous vos doigts, vous trouvez des montants, des dates, des noms, des mentions de recouvrement, et non une description du lit comme un droit. La réalité n'est pas plus belle, elle est simplement différente. Ce n'est pas la scène qui vous brise, mais la facture. Dans les villes commerçantes, les statuts sont encore plus pointilleux. Ils prescrivent la quantité de nourriture qu'il est permis de servir afin de ne pas ruiner les voisins. Ils fixent la rémunération des musiciens, car c'est elle qui sert à payer les gardiens aux portes. Ils limitent les heures de réjouissance afin de ne pas déranger l'hospice. Si un mariage est organisé un jour interdit, une amende est infligée. Si les fiançailles ont lieu avant les publications, une pénitence est imposée. Pour les violences commises sur une femme adulte, toute une gamme de sanctions est prévue. Amende, jeûne, parfois obligation de se tenir debout devant les portes de l'église avec une bougie, parfois obligation de nourrir les pauvres. Il s'agit là de la morale publique de l'arithmétique et non d'un rituel intime de domination. Si un riche contrevenant échappe à ses responsabilités, la raison en est la protection dont il bénéficie, la crainte de ses voisins, le flou des faits, mais pas l'existence d'un droit ancien sur la nuit de noces d'autrui. Le droit aime écrire ouvertement ses propres inhumanités. Si une telle norme existait, elle serait inscrite dans les statuts, avec autant de pédanterie que la taxe sur les ponts et la taxe sur le commerce du sel. La légende ne vit pas dans les archives, mais dans la vie quotidienne. Elle est pratique pour effrayer. Elle est pratique pour opprimer. Il est plus facile pour un ancien villageois de laisser entendre dans une conversation que cela a toujours été ainsi, que de montrer un point précis des statuts qui pourraient être contestés lors d'une réunion. Les époques tardives ont tout intérêt à dépeindre l'ancien ordre d'une couleur noire intense. Il est plus facile de justifier une réforme lorsqu'on effraie les gens avec le passé jusqu'à les faire trembler. Les pamphlets des temps modernes ont volontiers mélangé les droits de mariage avec des fantasmes sur le pouvoir physique et ont mis ce mélange en circulation. Les chroniques ont repris ce thème, qui s'est ancré dans la mémoire comme une épine. Mais le papier sec est têtu.
Il contient beaucoup d'humiliation, beaucoup de cruauté, beaucoup de comptes, mais pas la clé légale du lit d'autrui. Ce n'est pas une justification de l'ancien ordre, c'est un verdict plus effrayant. On infligeait des souffrances aux gens non pas par un rituel particulier, mais par une confiscation constante et imperceptible de leur argent et de leur force. Les faits concrets redressent les épaules là où la légende se cache dans la fumée. Lors du mariage d'une personne dépendante avec une personne d'une autre paroisse, on pouvait exiger un paiement unique pour la perte des mains. Lorsque la femme quittait la cour, on exigeait un don en nature, une poule, une mesure de céréales, un morceau de tissu. Le sens est partout le même. Contrôler la circulation du travail et des impôts. Si le mariage n'était pas annoncé, la communauté pouvait infliger une amende pour violation de la forme et, par l'intermédiaire du prêtre, imposer un jeûne. Les registres judiciaires dépeignent les désastres reconnaissables des jours de mariage. Bagarre dans l'ivresse du soir, chope cassée, sac volé avec la dot, tentative de rupture des fiançailles. La violence contre une femme adulte y est considérée comme un crime passible de sanctions prosaïques. Aucune référence à la coutume ne protège le coupable. Et plus on examine attentivement ces registres, plus on voit clairement le nœud principal. Le pouvoir contrôlait le corps par le travail, le temps et le porte-monnaie, et non par une scène démonstrative au chevet du lit. C'est là que réside la première issue préparée. La première nuit, effrayante, dans la source, se transforme, à maintes reprises, en une dot matrimoniale, offensante, mais lucrative. La deuxième est préparée dans de grands codes, où tout est méticuleusement prescrit, du prix des bougies au port d'héritage. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle passe sous silence la légalisation de la violence en tant que coutume. La troisième se prépare dans la politique tardive, où il fallait un épouvantail pour détruire les anciennes institutions, et où les feuilles ont attribué au passé ce que le papier ne savait pas. Mais il reste encore un chemin à parcourir à travers ces couches, de la vie quotidienne à la charte, de la charte à la polémique. Il montrera comment les chuchotements près du poêle l'emportent sur le parchemin, et pourquoi une histoire effrayante est plus pratique qu'un reçu, même si le reçu décrit plus précisément la douleur. Dans les grands recueils de droit, l'ordre du mariage ressemble à une machine avec une multitude de petits engrenages. D'abord, la vérification du consentement des deux adultes, puis les annonces le dimanche pour d'éventuelles objections. Ensuite, l'enregistrement des noms et prénoms des témoins. Et enfin, seulement les conséquences économiques de l'union. Le non-respect de la forme est inscrit dans la colonne des amendes et des pénitences, la violence dans la colonne des crimes contre la paix, et les finances dans un registre séparé des droits.
Plus le texte est pédant, plus le silence est perceptible là où le conte exige une nuit légalisée. Les statuts précisent le prix des bougies, la taille du banquet de mariage, l'heure à laquelle la musique doit s'arrêter, mais il n'y a pas de ligne donnant à un tiers la clé du lit d'autrui. Là où la légende construit une scène, le document construit un tableau. Là où la mémoire orale prononce un bref « nuit », le papier écrit un long recueil. Il s'agit d'une taxe matrimoniale dans un environnement dépendant, d'une redevance pour quitter la juridiction, d'une compensation pour avoir pris ses jambes à son cou lorsqu'un adulte change de cour et prive ainsi son ancien maître de travail et de paiement. Dans d'autres cas, une amende est infligée pour le mariage avant la fin des publications, après quoi l'union est reconnue comme valide. Parfois, la somme d'argent est remplacée par un don en nature, un oiseau, un récipient gradué de céréales, un morceau de tissu grossier. Ces mots heurtent l'oreille, car ce n'est pas le rituel qui est humiliant, mais la comptabilité quotidienne. Mais c'est précisément cela la réalité. Un ordre qui maintient les gens par le portefeuille et non par le spectacle. Dans les colonnes des sanctions pour violence envers une femme adulte, aucun privilège ne se cache. On y trouve des formules familières, amende, honte publique, jeûne en guise de repentance, parfois exil, parfois châtiment corporel sur la place publique, ouvertement, sous les sifflets et au son des tambours. Le langage de ces écrits ne tolère aucune référence à la coutume. Il découle d'une violation de la paix et de l'honneur, c'est-à-dire d'un crime. Lorsque les riches échappaient à la punition, cela s'expliquait par la peur des voisins de témoigner, par la protection et la faiblesse des autorités locales, et non par l'existence d'une norme vague. Le système était injuste, mais l'injustice agissait de manière grossière et banale, par l'inégalité des forces, et non par une scène légalisée. Les siècles suivants ont apporté une autre dimension. La polémique. Lorsque l'ancien ordre a été mis en accusation, la brochure a commodément mis en parallèle les exactions réelles et la nuit inventée, a déclaré que cette terrible coutume était abolie et a ainsi rendu la réforme spectaculaire. L'encre d'imprimerie a fixé la fable, qui a commencé à circuler comme une image pédagogique. Le malheur semblait se trouver précisément là. En réalité, on détruisait le réseau des taxes dépendantes, des péages de ponts et de moulins, des prélèvements ecclésiastiques et municipaux qui étouffaient les gens à chaque pas. Mais dans une conversation, il est plus facile de garder en mémoire une image spectaculaire qu'une longue liste de prélèvements réels. Pour ne pas se noyer dans les généralités, il est utile de consulter le registre paroissial. Dans une colonne, il est indiqué que les noms des futurs époux ont été annoncés plusieurs dimanches
afin que la communauté puisse signaler tout obstacle, parenté proche, dette, vœux secrets. Dans une autre colonne, on trouve une mention d'une amende pour violation de la forme, si les fiançailles ont été célébrées sans attente. Plus bas, on trouve une mention de compensation à l'ancien propriétaire du terrain lorsqu'un adulte déménage dans une autre cour. Tout cela relève de l'économie du travail et non d'un pouvoir secret dans la chambre nuptiale. À côté, on trouve les statuts municipaux du marché, limitation du bruit des mariages près de l'hospice, interdiction de danser près du mur du monastère, rémunération fixe des musiciens qui sert, comme il est précisé séparément, à payer les gardiens aux portes. C'est un monde où chaque joie est immédiatement confrontée à la comptabilité. Une autre liasse de feuilles contient les registres commerciaux et successoraux. Ici, à côté des droits matrimoniaux, se trouve la taxe de décès. Le meilleur vêtement ou instrument revient au détenteur du droit. Les mariages et les funérailles deviennent des occasions tout aussi propices à la perception de taxes. Ajoutez à cela les frais de greffier, les impôts ecclésiastiques, les ponts, les moulins, le commerce du sel, et vous verrez à quel point le pouvoir envahit le quotidien. Le document ne cache pas la cruauté, il l'énumère. Et dans cette énumération, il n'y a pas de place pour la première nuit légalisée. Le reste est décrit de manière trop détaillée pour qu'une telle norme puisse échapper à l'attention. À la frontière entre le droit et la prédication, on voit une autre raison de la persistance du mythe. La prédication aimait parler de la chair comme d'une menace pour l'ordre. Elle effrayait et disciplinait. Les chroniques rassemblaient les scandales, les transformant en miroir des mœurs. Mais ni la prédication ni la chronique ne transformaient le péché privé en droit officiel d'un tiers. Au contraire, les idées contenues dans ces textes s'appuient sur le consentement des adultes comme fondement du mariage et sur la punition du crime comme moyen de réparer la brèche. Dans ce système, il n'y a pas de voie légale vers le lit d'autrui. Il existe de nombreux robinets par lesquels l'argent et le temps s'écoulent. La vie quotidienne à cette époque reste difficile, comme de la laine mouillée. Les inventaires des jeunes ménages contiennent toujours la même nomenclature pauvre. Un couteau, 2 bols, une casserole, une couverture en laine, une louche en bois, un petit coffre à linge, parfois un miroir bon marché. Le jour du mariage se termine souvent par une bagarre. Le lendemain matin apporte une amende, un vœu de jeûne, l'obligation de remplacer la chope cassée. Les registres font état de tragédie. Chute d'un pont, coup de couteau, dans une dispute animée, empoisonnement au vin aigre. La violence contre une femme adulte est enregistrée comme un crime, avec les mêmes lacunes pratiques, peur, dépendance, protecteur, mais sans le couvert de la coutume. Ces faiblesses sont documentées, et elles sont plus effrayantes que la légende précisément parce qu'elles sont reconnaissables. Ce que la légende attribue au droit,
c'est la pauvreté qui le fait, méthodique, quotidienne, sans apogée théâtrale. Elle a appris à payer pour l'annonce, pour le papier, pour la bougie, pour la musique, pour le bruit après le coucher du soleil, pour la bagarre, pour le lendemain matin après la bagarre. Le pouvoir ne se tenait pas au chevet du lit, mais à la porte avec un bol pour les pièces de monnaie, poliment et implacablement. C'est une humiliation d'un autre genre. Au lieu d'une nuit de plumes, une longue respiration haletante des comptes. Et la dénonciation n'est pas nécessaire pour effacer la culpabilité du passé, mais pour nommer la douleur par son propre nom. Les gens n'étaient pas brisés par un rituel secret, mais par des confiscations sans fin. 3 lignes se rejoignent pour former un schéma stable. La première est la partie formelle du mariage et de la publication, dont le cœur est le consentement des adultes, protégé par la procédure. La deuxième est le contrôle économique de la circulation de la main-d'œuvre, qui se traduit par des frais de mariage et des compensations. La troisième est la punition de la violence, considérée comme un crime et punie selon un barème, et non légalisée comme un privilège. Lorsque on les superpose, le mythe s'effondre. Il subsiste dans la peur orale, dans la politique tardive et dans notre désir d'avoir une explication simple à la complexité de la pauvreté. Le document revient obstinément aux chiffres, aux délais, aux cachets et à la vérité selon laquelle ce qui est effrayant semble souvent ennuyeux. Plus loin, ce schéma se déploie à travers des exemples concrets de villes et de paroisses où les statuts sont particulièrement minutieux, ainsi que dans les feuilles de polémique qui ont donné son cachet à la légende. On y comprend clairement à qui il était profitable de maintenir la nuit en vigueur, alors que la quittance disait déjà tout ce qu'il fallait savoir sur le pouvoir. Dans les quartiers étroits de la ville marchande, les statuts aimaient les détails autant que les artisans aimaient les coutures bien faites. Dans le livre où les dettes pour le pont et la guérite s'enchaînaient, se trouvaient à côté des notes sur les mariages des citoyens adultes. Plusieurs dimanches de publication, les noms des garants, le montant des honoraires du greffier, des notes sur les amendes pour tapage près de l'hospice. Lorsque 2 adultes unissaient leurs biens, la ville exigeait des précisions qui supportaient les dépenses, qui étaient responsables des dettes, qui payaient la taxe commerciale si la boutique passait sous un nouveau toit. Si l'un des époux n'était pas originaire de la ville, une taxe d'entrée dans la communauté urbaine était prélevée, et cette taxe allait au même endroit que les frais de réparation du puits et de contrôle des balances au marché. Plus on lit attentivement, plus on entend clairement le papier dire la même chose. Le consentement et l'ordre dans une colonne, l'argent et les délais dans une autre, les sanctions pour violence dans une troisième. Le silence, là où la rumeur aurait dû résonner plus fort que la cloche, devient un ensemble de traces concrètes. Si un tel droit a été présenté comme la norme quelque part,
Il n'est pas devenu une loi, sinon il aurait été intégré dans ce tableau pédant avec les prix des bougies et les tailles des tasses. Dans d'autres dossiers se trouvaient des notes sur les écarts de conduite commis lors des jours de mariage. Bagarre à l'auberge, cruche cassée, dispute à propos de la musique. Pour cela, les punitions étaient habituelles et publiques. Lorsqu'il y avait des violences contre une femme adulte, le tribunal classait l'affaire dans la rubrique des crimes, infligeait une amende, une pénitence, parfois l'expulsion, et l'affaire était close non pas par un mythe, mais par une sanction. C'est là la première conclusion pratique. Non seulement le mythe n'est pas confirmé par des documents écrits, mais il est systématiquement réfuté par ceux-ci. Un peu plus au nord, dans les paroisses où les terres étaient réparties entre les agriculteurs et les artisans adultes, l'ordre était différent en apparence, mais identique dans son essence. Le mariage était officialisé par des publications. Le prêtre tenait une liste des obstacles. Les voisins savaient qui avait promis une dot à qui et à quelles conditions. Si un homme adulte épousait une femme adulte d'une autre paroisse, la paroisse d'origine enregistrait une compensation pour la perte de main-d'œuvre. Il s'agissait parfois d'un petit sac de céréales, parfois d'une poule et d'un morceau de tissu, parfois d'une certaine somme d'argent. C'est honteux, humiliant, mais c'est le langage de l'économie. Dans ces mêmes livres, on trouvait des lignes expliquant pourquoi il y avait des problèmes dans la maison. La mère avait de la fièvre. La main forte du mari avait cassé la porte du placard. Le voisin avait arraché la couronne lors d'une dispute d'ivrogne. Toutes ces blessures quotidiennes étaient consignées de manière sèche et pragmatique. S'il existait un rituel légal pour la nuit de noces, les registres paroissiaux, où était même noté le nombre de bougies sur l'autel, le connaîtraient et sauraient en évaluer les conséquences. Ils ne le savent pas. En revanche, ils savent en détail comment compter les pièces et les mesures lorsque des adultes unissent leur ménage. Dans les terres frontalières, où la dépendance se mêlait à la liberté, il existait une sensibilité particulière au vol. Le propriétaire du terrain ne tenait pas les gens à la gorge, mais à l'œil, et à chaque mariage qui modifiait l'équilibre du travail, il cherchait à obtenir une compensation. C'est ainsi qu'est née toute une série de paiements au nom sinistre, qui, au fil des siècles, ont été interprétés comme des allusions à la chair. Mais, dès que l'on ouvre la reliure en cuir, ces noms se décomposent en ce qu'ils ont toujours été, des chiffres et des dons en nature. À certains endroits, on percevait des paiements en nature, car les pièces de monnaie circulaient mal. À un autre, on exigeait le paiement d'une certaine somme dans un délai déterminé, sinon on retardait la reconnaissance du mariage jusqu'à la fin des publications. La dépendance humiliante ne se transformait pas ici en scène, elle se transformait en file d'attente devant le greffier. Et c'est là la deuxième conclusion pratique. La cruauté du système se manifestait dans l'économie et la procédure, et non dans un privilège imaginaire. Là où le pouvoir était municipal et aimait l'ordre,
Le contrôle du corps passait par le temps et le travail. Les heures de mariage étaient limitées afin de ne pas déranger l'hospice, parfois pour ne pas provoquer de bagarres près du fossé où stagnait l'eau croupie au printemps. Les musiciens étaient payés à un tarif fixe, et cet argent servait à nourrir le gardien à la porte. Si la fête dépassait les limites, une amende était infligée le lendemain. Si un homme ivre cassait un banc, une amende était infligée et il était tenu de le réparer. Si une femme adulte était maltraitée, l'affaire était traitée comme un délit. Tout était transparent dans sa cruauté. Les châtiments publics se déroulaient sur la place publique, à coups de bâton, dans le cercle de la honte et à la lumière d'une bougie devant les portes du temple. S'il existait une clé légalisée du lit conjugal pour une tierce personne, elle aurait fait l'objet d'une cérémonie publique similaire ou aurait été dissimulée de manière tout aussi détaillée dans le texte des statuts, afin de pouvoir être réclamée. Mais elle n'y figure pas. On y trouve des descriptions sur la manière de porter des pierres en cercle, de se tenir debout sur un billot, de payer les pauvres. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est un inventaire honnête de la douleur. Les siècles suivants apportent une troisième couche, la plus insidieuse, la polémique, où le mythe trouve sa place dans l'imprimerie. Lorsque les nouvelles autorités ont voulu démanteler les anciennes structures, il était dans leur intérêt de mettre en parallèle les prélèvements réels et une scène spectaculaire. On a commencé à écrire sur des feuilles que l'ancien ordre avait aboli la nuit, alors qu'en réalité, on abolissait les paiements dépendants, les ponts, les moulins et autres corvées étouffantes. La nouvelle époque avait besoin d'un épouvantail frappant pour expliquer les réformes en termes simples. Les récits scolaires ont repris cette image spectaculaire et la fable s'est renforcée là où le papier restait silencieux. Quand on est ensuite retourné aux archives pour trouver des preuves, on a trouvé la comptabilité habituelle et le langage langoureux des repentirs, et un vide là où la légende aurait dû trouver sa place. Pour ne pas s'enliser dans des preuves uniquement négatives, il est utile de se pencher sur des sujets connexes, où le droit n'hésitait pas à faire preuve de cruauté. Les statuts prescrivaient sans honte des châtiments corporels, des humiliations publiques, des marques sur les vêtements des coupables, des jeûnes et des pèlerinages en guise d'épitome. Tout cela est lourd, mais c'est écrit. Cela signifie que le papier n'avait pas peur de consigner l'humiliation. S'il existait un droit à la première nuit, le papier n'aurait pas eu honte de le mentionner. Il l'aurait transformé en une ligne avec un montant, une procédure, des exceptions. Le silence dans ce coin ne s'explique pas par la douceur de la loi. Il s'explique par l'absence de loi. Et c'est la conclusion la plus désagréable pour le mythe, car elle renverse la belle scène et ramène à la violence ennuyeuse du quotidien. Ceux qui sont plus proches de la terre décrivent la vie comme sentant la moisissure
et la fumée. Dans les inventaires des maisons pauvres, les couples adultes possédaient 2 bols, un couteau, une couverture en laine, un coffre à linge et parfois un miroir bon marché. Leurs fêtes étaient courtes, leurs disputes fréquentes, leurs maladies graves. En hiver, les sols étaient humides, les marais respiraient la pourriture, l'eau était amère, les dents cassaient, la fièvre terrassait les jeunes et les vieux. Les femmes adultes risquaient leur vie à chaque accouchement. Les hommes adultes risquaient leurs doigts et leur vue à l'enclume. Dans ce contexte, toute taxe était comme de la moisissure sur le pain. On la voyait et on ne pouvait y échapper. Et pour expliquer pourquoi cela faisait si mal, les gens ont inventé un mot court pour désigner une longue injustice. Mais les archives sont sourdes aux mots courts. La prédication politique aimait le corps comme un champ de discipline. Elle expliquait pourquoi le bruit était nocif, pourquoi chanter tard le soir était dangereux, pourquoi danser près des murs du monastère était puni. Elle aimait les péchés graves, car il était facile de les transformer en exemples. Mais même là, le mariage restait une forteresse autour du consentement des adultes. Si un malheur survenait à l'intérieur de la forteresse, on le réparait par la punition et non par la reconnaissance du droit d'un étranger. Lorsque quelqu'un de puissant s'immisçait, c'était un abus qui était soit puni, soit toléré par lâcheté. Mais cela ne devenait pas une norme digne d'être inscrite dans la charte. Et cela nous ramène à nouveau au schéma suivant. La loi consigne tout ce qu'elle veut protéger ou sanctionner. Ce qu'elle ne consigne pas ne lui apporte pas d'avantage stable. Pour sortir de ce cercle vicieux et passer à un niveau supérieur, il est utile de se pencher sur quelques pages emblématiques. L'une contient une longue liste de dépenses pour un mariage, bougies, rémunération du scribe, repas, rémunération des musiciens, port des gardiens à la porte. Une autre contient les droits de mariage pour passer d'une juridiction à une autre. Sur la troisième, les sanctions pour tapage nocturne et bagarre. Sur la quatrième, une affaire de violence contre une femme adulte, où le tribunal impose une amende, la repentance, parfois l'expulsion et la surveillance de la communauté. Ce sont les 4 facettes d'une même machine. L'ordre, l'argent, l'ordre, le châtiment. Aucune d'entre elles ne contient ce qui nous effraie. Et là où la légende tente d'ajouter à ces pages un passe-droit pour les étrangers, elle échoue inévitablement, car il manque dans les archives le moindre élément permettant d'établir un lien juridique. À partir du moment où le mythe a été officialisé, il est devenu une monnaie d'échange pratique entre les époques. On le racontait lorsqu'il fallait simplifier le passé, le montrer comme une obscurité totale, sans se laisser distraire par un ennuyeux essaim de détails. On le répétait lorsqu'il fallait justifier la destruction d'anciens liens. On l'aimait parce qu'il apportait une clarté psychologique. Il y avait une bête, elle a été tuée.
Les archives, hélas, proposent une autre histoire. La bête était différente, elle avait plusieurs têtes, et ces têtes s'appelaient pont, moulin, mariage, héritage, ville, église. Au lieu d'un seul coup de sabre lumineux, il fallait supporter une série infinie de petites piqûres. C'est pire pour la légende, mais plus honnête envers ceux qui vivaient à l'époque et payaient chaque pas. Plus loin, le chemin mène à des villes spécifiques où les statuts sont particulièrement rigoureux et à des feuilles tardives, où la légende prend définitivement une tournure didactique. Là, on comprendra comment le mythe s'est ancré dans la mémoire et à qui il profite encore aujourd'hui de maintenir en circulation une formule spectaculaire mais vide de sens, alors qu'une longue quittance en dit plus long et de manière plus effrayante sur le pouvoir. Dans les ports commerciaux, où le crépuscule sent la résine et la corde mouillée, les statues aimaient la précision plus que n'importe quelle légende. Dans les livres, où les péages et les salaires des gardiens étaient inscrits dans une colonne, et les listes des mariages des citoyens adultes dans une autre, une logique rigoureuse prévalait. Le consentement et l'ordre comme forme, l'argent et les délais comme mécanisme. Plusieurs dimanches de publication protégeaient les adultes contre les liens de parenté secret et les dettes d'autrui. Les noms des témoins et des garants rattachaient l'union au réseau des obligations municipales. Les amendes pour tapage près de l'hospice, pour avoir dansé près du mur du monastère, pour une cruche cassée dans un moment d'ivresse, bouclaient le cercle de la discipline. Lorsque deux adultes unissaient leurs biens et que l'un d'eux venait d'une juridiction étrangère, la taxe s'ajoutait aux revenus municipaux habituels pour l'eau, le pont et le paiement des balances. Dans ces mêmes volumes, la violence contre une femme adulte figurait dans une ligne distincte. Crime contre la paix, amende, honte, parfois expulsion, parfois repentance à la lueur d'une bougie devant les portes du temple. L'absence de nuit légalisée dans cette liste pédante est frappante, car tout ce qu'il était avantageux pour les autorités de prendre en compte y est consigné. S'il existait un rituel reconnu pour la nuit de noces, il serait mentionné de la même manière que les châtiments corporels, les jeûnes, les pèlerinages et les marques infligées sur les vêtements des coupables, avec le montant, les exceptions et la procédure. Un peu plus loin, où les propriétaires fonciers comptaient plus souvent les mains des autres que les chansons des autres, la dépendance s'entremêlait avec la liberté et donnait naissance à une série de taxes aux noms inquiétants. Le paiement matrimonial pour la sortie d'une femme de la cour, la compensation pour le vol de main, lors de la fusion d'exploitations agricoles de différentes juridictions, l'amende pour l'enregistrement accéléré d'un mariage sans publication complète des bonnes. Tout cela semblait humiliant, surtout lorsque les pièces de monnaie étaient remplacées par des produits naturels, un oiseau,
un récipient gradué de céréales, un morceau de tissu grossier. Mais à y regarder de plus près, cela revenait à nouveau à la comptabilité, et non à la scène. Le propriétaire du terrain ne tenait pas les gens par la gorge, mais par les comptes. Et là où la pauvreté transformait tout paiement en honte et en peur, la rumeur remplaçait l'explication. S'ils prennent le dernier, c'est qu'ils sont capables du pire. Ainsi, le mythe bénéficiait de l'air chaud de la cour et vivait dans les chuchotements, tant que le livre restait fermé. Il suffisait d'ouvrir la reliure en cuir pour que les mots, autrefois lus comme des allusions à la chair, se désagrègent en ce qu'ils étaient à l'origine. Des sommes et des dons en nature, prévus par les statuts. Les autorités municipales disposaient d'un autre moyen de contrôle, le temps. Les heures de mariage étaient limitées afin de ne pas déranger l'hospice. Au printemps, les danses nocturnes étaient interdites près des fossés, où l'eau fleurissait et sentait le pourri. Les musiciens étaient payés à un tarif fixe, car cette somme servait à entretenir les gardes aux portes. Le lendemain, après avoir bu quelques verres, le greffier rédigeait l'acte habituel, amende pour tapage, dédommagement pour la vaisselle cassée, obligation de remplacer la chope d'autrui par la sienne. Si une femme adulte était offensée, l'affaire était inscrite dans la colonne des crimes, et le mot « coutume » n'y avait pas sa place. Là où un homme riche échappait à la punition, la raison en était la peur des témoins, la protection, la faiblesse de la communauté, mais pas l'existence d'un droit ancien sur le lit d'autrui. Le système était injuste, et son injustice agissait de manière brutale, non pas par le rituel, mais par l'inégalité des forces, non pas par le sceau secret, mais par l'impuissance habituelle des pauvres. Et pourtant, le mythe a survécu, car il a été alimenté par les siècles suivants, lorsque l'ancien ordre a été mis au pilori, et auquel on a attaché non seulement des droits réels, mais aussi des histoires effrayantes commodes. La polémique politique des temps modernes associait volontiers ce qui étouffait réellement les gens, les paiements dépendants, les péages de ponts, de moulins, d'églises et de villes, à une scène qui n'existait pas dans les documents. Il était facile d'écrire dans les brochures que l'ancien rituel avait été aboli, alors qu'en réalité, c'était le réseau de prélèvement qui était détruit. La réforme avait besoin de sang sur l'affiche et la comptabilité ne convenait pas au rôle de monstre. Ainsi, l'image a été imprimée et a été reprise dans les récits pédagogiques. Lorsque, des générations plus tard, le lecteur est revenu aux archives, il a trouvé la même prose minutieuse et un espace vide, où la légende exigeait d'inscrire la loi. Dans les musées et les vitrines du 19e siècle, on trouvait parfois des appuis indirects à ce droit inventé, des gravures inconnues représentant des scènes naïves, des images tardives de la vie quotidienne, des caricatures où le pouvoir tend toujours vers ce qui est le plus facile à pointer du doigt. Tout cela produisait un effet de reconnaissance et collait le mythe à la mémoire. Mais le véritable musée de cette époque,
le registre paroissial, les statuts de la ville, le registre judiciaire, ramenaient obstinément aux sommes, aux obligations, au corps, qui étaient brisés non pas par la scène, mais par le travail épuisant, la malnutrition, les fièvres, la mauvaise eau, les infections, la perte d'enfants et de mères. Une femme adulte risquait sa vie à chaque accouchement. Une femme adulte pouvait se retrouver sans protection si ses voisins avaient peur de témoigner ou si le maire préférait étouffer pacifiquement le scandale. Une femme adulte pouvait être réduite au silence par la honte et la pauvreté. Tout cela est effrayant, même sans l'aide de la légende. La légende effaçait l'humiliation quotidienne et la remplaçait par une scène spectaculaire. Les mots du mythe confondent le langage du droit et celui de la morale. La prédication aimait le corps comme champ de discipline. Elle menaçait, exhortait, décrivait les chutes. La chronique s'emparait avidement des scandales retentissants. Mais ni la prédication ni la chronique ne devenaient des normes pour les tiers dans la chambre conjugale. Au contraire, il soutenait l'idée que le mariage des adultes était une forteresse où le consentement était la clé et le crime une brèche qu'il fallait réparer par des punitions et des repentirs. Et cette logique, aussi inquiétante soit-elle, transparaît à travers les siècles. Là où le pouvoir voulait percevoir des impôts, il lui donnait un nom et une ligne. Là où l'humiliation lui était profitable, elle prescrivait l'humiliation. Si elle avait dû reconnaître la première nuit, elle l'aurait décrite aussi volontiers qu'elle décrivait la mise au pilori ou le marquage des vêtements. Le silence des sources n'est pas dû à la douceur de la loi, mais à l'absence de loi à cet endroit. Cela est particulièrement évident dans les cas limites, où la légende aime s'accrocher au terme. Lorsqu'on rencontre un mot qui évoque la chair, il faut regarder ce qui se trouve à côté. À côté, on trouve généralement des mesures et des délais. Tant de grains, tant de jours, tant de bougies, tant de pièces de monnaie. C'est le langage du calcul, et non celui du lit. Et lorsque, au fil des siècles, les mots sont arrachés des tableaux et insérés dans la polémique, un fantôme naît, un soi-disant droit ancien, né d'une traduction tardive d'une formule économique. Un tel fantôme est pratique, car il explique la douleur plus rapidement qu'une longue citation tirée d'un statut. Mais le fantôme ne résiste pas à la proximité des documents probants. Ces lignes ennuyeuses, où l'on fixe même la rémunération des musiciens, dont, comme convenu séparément, se nourrissaient les gardiens à la porte. Tout cela vient s'ajouter à une vie quotidienne qui reste humide et pesante, comme de la laine après la pluie. Dans les inventaires des maisons où vivent des couples adultes, les mêmes objets reviennent sans cesse. Un couteau, 2 bols, une casserole, une couverture en laine, une louche en bois, un petit coffre à linge, parfois un miroir bon marché. Le soir, le sol tremble sous les pas. Les cintres sentent la fumée. Les os sont endoloris
par le travail. Dans ce contexte, toute collecte est comme de la moisissure sur du pain. Impossible à ne pas remarquer. Impossible à nettoyer. Sans perte. C'est là que la légende prend tout son sens, car elle résume en quelques mots une longue injustice. Mais la dénonciation n'est pas nécessaire pour blanchir le passé, mais pour rendre justice à la douleur. Au lieu d'une scène de théâtre, une colonne de mercure de conte, au lieu d'une humiliation ponctuelle, une proximité constante et indécente du pouvoir avec le portefeuille et le temps des adultes. De cette couche naît le coup suivant, qui mènera au dénouement. Lorsque les réformes ont aboli les paiements dépendants, de nombreux textes ont fait état de l'éradication d'une ancienne coutume, et le lecteur l'a volontiers compris comme une victoire sur la première nuit. Mais, dans les archives, les pages voisines énumèrent obstinément ce qui disparaissait réellement. Les marchandises et autres droits, les taxes héréditaires, les ponts, les moulins, les impôts ecclésiastiques majorés, le réseau de petits robinets par lesquels s'écoulait l'argent et le temps disparaissait. La victoire était réelle, mais elle était masquée par un fantôme brillant. En conclusion, il faudra nommer les instruments de contrôle, montrer ce qui a été détruit et ce qui a été laissé, et expliquer pourquoi la légende est si vivace aujourd'hui. Mais avant de fermer le dossier, il est important de retenir l'essentiel. Là où le mythe propose une image, le document propose un mécanisme. Et si la douleur semble incompréhensible sans image, cela signifie que nous n'avons pas encore fini de lire le tableau. Dans les dossiers finaux de cette enquête, il n'y a pas de sensationnel, mais l'obstination accumulée du papier. Dans les vieilles villes où les pavés coulaient vers le marché comme l'eau vers l'embouchure, les listes des mariages d'adultes continuaient à côtoyer les péages, les salaires des gardiens et les dépenses en eau. Là où la légende exigeait une nuit légalisée, les registres se limitaient à la même chose. Les annonces du dimanche, les noms des témoins, les mentions des obstacles, l'enregistrement du serment comme fait public, puis les conséquences économiques de l'union. Dans des lignes séparées figuraient les sanctions pour violence contre une femme adulte. Amende, humiliation publique, parfois l'expulsion, parfois des châtiments corporels, et parfois l'obligation de nourrir les pauvres. Dans une autre colonne figuraient les droits de mariage et les compensations pour port d'armes lorsqu'un adulte passait d'une juridiction à une autre. Tout cela était consigné par date, montant et nom. Là où le mythe dépeignait une touche sur laquelle il suffisait d'appuyer pour que le pouvoir ouvre la porte d'autrui, le document montrait des leviers de contrôle d'un autre type. Le temps, le travail, le trésor public. Lorsque les années de réforme sont arrivées, le papier n'a pas déçu. À la fin du 18e et au début du 19e siècle, les nouvelles autorités ont suivi ces lignes comme un artisan
suit une couture et on détruit le réseau de paiement dépendant. Les droits de douane mesurés à la sortie ont disparu. Les anciens droits préférentiels sur les moulins et les ponts se sont effondrés. Les taxes ecclésiastiques et municipales ont été réorganisées. Dans certains endroits, la dépendance était rachetée avec de l'argent. Dans d'autres, elle était immédiatement abolie. Une explication publique exigeait souvent une affiche voyante, et des tracts commémoratifs déclaraient que l'ancienne coutume avait été abolie. Les archives répondaient autrement. C'est précisément le réseau de petits robinets par lesquels l'argent et le temps des adultes s'écoulaient depuis des siècles qui avait disparu. Démystifier le mythe signifie ici nommer ce qui est réellement mort, sans ôter à la victoire sa douleur et son prix. Dans les statuts municipaux, après les réformes, les colonnes consacrées aux compensations matrimoniales étaient vides. Les registres paroissiaux ont conservé les annonces comme un bouclier de consentement entre deux adultes. Les sanctions pour violence ont continué à coexister avec les amendes pour tapage, ce qui fait également partie d'un monde où la discipline aime la place publique, le tambour et les spectateurs. Et la ligne sur la nuit légalisée n'est jamais apparue, car elle n'avait pas sa place. Et pourtant, au 19e siècle, le mythe a fait son apparition. Il a été alimenté par des illustrations, des images de la vie quotidienne, des chroniques tardives dans lesquelles il était plus commode de présenter l'ancien pouvoir comme un monstre non seulement à la coupe graduée, mais aussi au lit conjugal. Dans les cabinets où les maîtres des mots rassemblaient les anciennes coutumes, des objets de différentes époques étaient rangés dans une seule armoire, et sur la porte de cette armoire, on avait cloué une plaque avec la légende. Il a survécu à plus d'une génération de lecteurs, car il donnait une explication simple à une pauvreté complexe. Mais lorsque les historiens du siècle suivant se sont à nouveau rendus aux archives, ils sont revenus avec ce que nous voyons aujourd'hui. Un silence obstiné des sources là où la légende exige la loi. Ce silence n'est ni une honte, ni une conspiration, ni une ruse des scribes, mais un vide impossible à combler sans un faux insert. Au niveau humain, le dénouement semble encore plus prosaïque et plus dur. Les femmes et les hommes adultes n'attendaient pas une protection légendaire contre les humiliations. Ils avaient appris pendant des années à agir dans le cadre qui leur était imposé. Ils enregistraient les dots, prescrivaient les parts, amenaient les témoins à l'autel et à la mairie. Lorsque des violences se produisaient, certains voisins allaient au tribunal, d'autres se taisaient par peur et par pauvreté. Parfois, le maire réglait le conflit à l'amiable. Parfois, on obtenait réparation et repentance. Ces décisions n'étaient pas prises en fonction d'un mythe ou contre un mythe. Elles étaient prises en ligne directe entre le garde-manger et la place publique, là où vivaient le pain, l'argent, la honte et l'espoir de survivre après l'hiver. La justice n'était pas généreuse,
Elle était mécanique, parfois sourde, souvent dépendante du fait que quelqu'un ose ou non apporter des noms et des faits. Et chaque fois que ce système fonctionnait, il parlait un langage que nous avions déjà appris. Le consentement des adultes est le cœur du mariage. Le crime est une brèche que l'on comble par des punitions et des repentirs. Et le contrôle économique est un filet dans lequel se retrouvent coincés les corps sans rituel unique. Il est tentant de terminer cette histoire par une scène marquante, mais il est plus honnête de la conclure par une liste de décisions qui constituent un soupir. Dans certaines communautés, on a appris à lire les statuts à haute voix afin que le chef du village ne puisse pas invoquer la tradition pour extorquer de l'argent. Dans d'autres, les nouveaux codes ont clairement établi la priorité du consentement des adultes dans le mariage, raccourcissant le chemin qui menait de l'humiliation à la punition, là où auparavant tout reposait sur la peur des voisins. Ailleurs, les femmes adultes ont trouvé un soutien dans des contrats écrits, certes faibles, mais qui leur donnaient des mots pour défendre leurs droits patrimoniaux, afin de ne pas se retrouver sans ressources après le décès de leur mari ou l'effondrement de leur exploitation. Ailleurs, les pauvres ont été libérés des paiements obligatoires, cessant de payer pour le simple fait d'être adultes, ce qui a changé l'atmosphère dans les maisons et les boutiques. Car le sel est apparu sur la table, et l'habitude d'expliquer chaque douleur par l'ancien droit a disparu. Ces dénouements ne transforment pas le passé en un lit douillet. Ils rendent leur responsabilité aux personnes qui ont lu, signé, témoigné, débattu lors des assemblées et, parfois, se sont révoltées contre les petites et grandes confiscations. Les archives ne les conservent pas comme des héros, mais comme des noms dans des lignes. Et c'est là une immortalité sobre. L'aspect médical de cette vérité n'a pas disparu. Les femmes adultes continuaient à risquer leur vie en couche. Les hommes adultes se cassaient les mains sur les enclumes. Les eaux putrides provoquaient des fièvres. Les maux de dents rendaient fous. Et dans ces maisons, l'odeur de moisissure était aussi constante que la faim à la fin de l'hiver. Le droit ne guérissait pas la douleur, mais il pouvait la réduire s'il cessait de transformer chaque étape de la vie en une source de revenus. Là où les taxes dépendantes disparaissaient, où les communautés apprenaient à défendre la procédure et où la violence envers les femmes adultes n'était pas dissimulée sous le prétexte de la coutume, mais classée parmi les crimes, il y avait moins de raisons de s'accrocher au mythe. Il ne disparaissait pas, trop commode comme mot court pour désigner une longue injustice, mais perdait du terrain sous le poids des sceaux et des noms. Certains penseront que la dénonciation a rendu le monde moins effrayant. C'est une erreur. Il est devenu plus effrayant au lieu d'une seule scène qui explique tout. Nous voyons des couches de humiliation lente. Chaque annonce, chaque bougie, chaque passage de la frontière de la paroisse, chaque matin après la bagarre, chaque soir à l'hospice, qui doit être calme, parce que le règlement
l'a décidé ainsi. Nous voyons comment le pouvoir ne se tenait pas au chevet du lit, mais à la porte, poli et implacable, avec un bol pour les pièces de monnaie. Nous voyons que l'injustice n'était pas un rituel exotique, mais une poussière habituelle, impossible à balayer avec un balai, tant que l'on n'a pas retiré tout le sol. C'est là une clarté effrayante. Le mythe ne cache pas l'horreur, il la dissimule par sa simplicité. La pierre finale de cette maçonnerie est le choix conscient de regarder le document, même lorsqu'il ne raconte pas une belle histoire. Lorsque les adultes ont commencé à exiger plus souvent la lecture à haute voix des statuts, lorsque les tribunaux ont cessé de se contenter de la référence à la coutume, là où il existe un article spécifique, lorsque les nouveaux codes ont élevé le consentement des adultes au-dessus des coutumes municipales et paroissiales, c'est alors que la légende a perdu son seul atout, le sentiment de désespoir. Ici, le résultat n'est pas une abolition de l'horreur miraculeuse, mais une série d'actions lucides. Démantèlement du réseau de rackets, maintien des procédures de protection, description des sanctions, consolidation du droit comme un tableau de bord et non comme un mythe. Ceux que le système brisait quand même n'étaient pas sauvés par des légendes, mais par des témoins, des lettres, des contrats, des signatures de voisins au bas de la page, et le courage rare mais important d'aller à la chancellerie. La nuit qui n'existait pas dans la loi continue de vivre comme une image commode, mais elle n'est plus nécessaire à cette enquête. La véritable obscurité se répand autrement. À travers les lignes des registres, les articles ennuyeux des statuts, le calendrier des annonces, les listes d'amendes et de sanctions, les statistiques de vie des femmes et des hommes adultes qui survivaient au jour le jour. Et si l'histoire a une confession, elle est discrète. Le pouvoir s'exerçait par l'argent et le temps, et non par le lit légalisé. La douleur était chronique et non théâtrale. La solution passait toujours par le papier, les témoins et la persévérance. Là où les gens choisissaient de lire, d'exiger, de consigner et d'annuler, le mythe reculait. Là où il leur était plus facile de s'en tenir à un mot court, il revenait. Le choix n'est pas terminé aujourd'hui, entre une belle histoire effrayante et une longue quittance. C'est toujours celle que nous sommes prêts à lire jusqu'au bout qui l'emporte.